Oui. On peut voir les embranchements, je ne sais pas, la girafe, le lion, n'importe quoi. Avant le lion, il y avait autre chose. Et puis le nouveau lion, il est né aussi d'une mutation. Donc toutes les espèces sont nées de mutations et on peut même suivre avec l'ADN précisément les embranchements. Aujourd'hui, on a cette capacité technique de suivre les embranchements. Il n'y a pas c'est cette année qu'on a vu que il y avait un capital génétique du Néandertal qui était spécifique, qu'on pense qui est Néandertal parce qu'il est spécifique à l'Europe et pas, il n'existe pas chez les Homo sapiens qui ne sont pas européens. Donc on en déduit qu'il vient du Néandertal. Donc on est capable de suivre ces mutations-là. Voilà, donc nous sommes issus d'une mutation comme tous les animaux existants, sans exception. Voilà, sans exception, nous sommes tous des OGM et que, en fait, l'existence de l'individu, de toute espèce, perdure parce qu'il s'est adapté à son milieu. C'est tout. Voilà, j'ai une mutation, j'arrive, je trouve une niche comment on appelle ça? Bon, je ne sais plus. Mais on a trouvé un endroit où l'espèce en question arrive à survivre. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir à quel moment, pourquoi il y a cette mutation. Mais il n'y a pas de pourquoi. C'est obligatoire. Les mutations arrivent perpétuellement. Ouais, mais là, elles arrivent perpétuellement. Ce serait le hasard alors, comme ça? Perpétuellement, bien sûr, perpétuellement. Ouais, là, on est bombardé de rayons cosmiques qui nous amènent des mutations. Alors, on voit qu'il y a des gens qui ont des maladies génétiques, il y a des gens qui naissent comme ça, il y a des gens qui naissent bredins, voilà. Si tu veux, il y a des gens qui subissent des mutations malfaisantes, et puis, voilà. Mais ça, c'est peut-être comment on appelle ça, des défauts de génétique, non, plutôt, non? Oui, mais ces défauts qui viennent justement de mutations qui... Donc toi, pour toi, les mutations, elles apparaissent, mais dans les deux sens. Ça peut être une mutation qui a un vrai défaut et une mutation qui devient une qualité. Bien sûr, et que toutes les espèces, les milliards d'espèces qui existent, sont dues à des mutations qui ont trouvé le mot que je cherchais, la niche écologique adéquate. Ouais, mais on a l'impression qu'il faut toujours trouver la niche écologique adéquate pour que l'espèce puisse perdurer. Alors voilà, tu vois, évidemment, on a tout de suite les réponses. Alors je sais que tu vas leur répondre d'avance, mais bon, je te le dis, qui me disent, oui, nous on dit, toi tu dis le hasard, mais eux ils disent, pourquoi on l'appelle pas Dieu, ce hasard? Ceux qui veulent parler de Dieu, ils vont à leur église à côté, mais qui ne s'adressent pas à moi. Moi, je fais de la science, je ne fais pas de la théologie. Je ne fais pas de théologie, c'est marqué ici. Voilà. Donc je fais de la science. La science, il y a des gens... On dit hasard, mais eux ils disent, ce hasard, peut-être c'est Dieu. Eux ils appellent ça Dieu. Qu'ils peuvent appeler Dieu s'ils veulent, moi ça ne me gêne pas du tout. Alors qu'ils appellent Dieu, alors qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le hasard. Mais en fait, on voit que dans la multiplicité des espèces, diverses et variées, évidemment, on ne peut penser qu'au hasard. Qu'on voit les milliards d'espèces, tous les types d'insectes, tous les types de méduses, de tous les... Enfin, il y en a à l'infini des espèces. C'est-à-dire que le vivant a explosé dans toutes les directions. Oui, mais au niveau de l'évolution, ça évolue quand même moins vite. Par exemple, regarde, on a fait tout à l'heure la carte de l'évolution de l'homme. On voyait, par exemple, aux alentours, on va dire, de 400 000 ans, on peut imaginer qu'il y avait plusieurs races de dominidés sur Terre. Oui, certainement. C'est certain. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en moins de 400 000 ans, il y a eu une évolution incroyable de l'homme, tandis que... 400 000 ans, c'est énorme, tu te rends compte, mais regarde, entre-temps, j'ai envie de te dire, allez, je vais prendre les requins,
les lions, justement, ils n'ont pas évolué génétiquement. Mais ils n'ont pas. Ils sont restés. Non, il y en a peut-être qui ont. Oui, non, il y en a peut-être qui ont évolué, mais qui n'ont pas perduré. C'est-à-dire, on voit le requin, il est extraordinairement adapté à son milieu. Parce qu'il y a une question aussi d'adaptation à son milieu. Pourquoi l'Homo sapiens a perduré et pas l'Homo erectus? Parce que l'Homo sapiens était beaucoup plus adapté au milieu. Il a trouvé, l'Homo sapiens, une niche écologique universelle, on va dire. Tu vois, hein, il n'est pas comme le lion. Le lion, lui, il faut qu'il soit dans une savane, il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des antilopes, tu vois. Hein, et donc, malheureusement, il est restreint. Et on peut décrire des animaux, si on décrit des herbivores, il faut qu'il y ait de l'herbe, tu vois. Si on des singes qui mangent tel type de fruit, il faut qu'il y ait ce fruit-là. Tu vois. Mais l'homme, lui, il a un outil, et il a une méthode. Donc lui, il s'en fout. Il met sa peau de bête, il a sa lance, et puis il va partout. C'est ce qu'il a fait. L'homme s'est adapté au climat extrêmement froid des zones, parce que les glaciers allaient jusqu'à la moitié de la France. Hein. Hein, donc il s'est développé, et là on est dans cet espace franco-cantabrique qui était à la bordure du glacier, où il y avait des rennes, où il y avait des phoques, où il y avait des mammouths laineux, et des animaux qui étaient riches en protéines et en graisses. Et donc il s'est développé là. Mais il a eu sa capacité d'aller partout. Voilà, du fait qu'il avait une lance avec sa pierre au bout, qui savait faire du feu, se chauffer, construire des abris, aller dans des grottes, et voilà. Donc la mutation est liée à la niche écologique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois la multiplicité, on va reparler de ça avec la pensée de Prigogine aussi. Hein. Je vous avais dit qu'on serait dans le complexe, alors tout ça, c'est pas évident. Il faut qu'il y ait la multiplicité des événements, du temps, beaucoup de temps. Hein. Tout ça, ça se fait sur 1 million d'années, 2 millions d'années. Ouais, mais c'est beaucoup de temps. Genre l'avocat du diable, hein, comme ça ils seront contents les métanotes. Ils seront contents les métanotes. Mais justement, cette évolution, ce qui se fait sur beaucoup de temps, c'est là que pour moi, il y a une faiblesse dans la théorie de Darwin. C'est pas ce niveau du temps d'évolution. On voit bien qu'il nous donne un temps d'évolution archi long en ce qui concerne justement, on va dire, l'Australopithèque. Mais quand on arrive à l'Homo sapiens, c'est une énigme. Mais je viens de te l'expliquer. Ouais, mais... L'Australopithèque, lui, sait rien faire. Bah oui, justement. Il sait rien faire. Tandis que l'Homo sapiens, lui, il a des méthodes. Donc il sait. Non, mais tout de suite, il arrive. C'est un genre de néo, quoi. Attends, il arrive, il a les méthodes, il a été transformé, muté génétiquement. Non. Il y a cette interaction du vivant avec son biotope. Ouais. Avec son biotope. Alors, si, comme j'ai dit, n'importe quel animal doit être indéfectiblement lié à un biotope particulier, et ça c'est valable pour tous les animaux, hein, l'homme ayant, lui, il a eu une mutation qui lui a permis de s'adapter à tous les biotopes. Voilà. Et donc, face à la difficulté des biotopes, il a développé, si tu veux, cette adaptabilité. Comme il avait déjà le cerveau qui était capable de comprendre, comme une pieuvre, mais qu'il était capable d'enseigner. C'est ça la différence entre la pieuvre et l'homme, que je répète, c'est la capacité d'avoir une méthode et d'enseigner à sa descendance. Et donc, la particularité de l'homme par rapport aux autres animaux, c'est bien d'accumuler des méthodes sur du long terme, tu vois, sur du très long terme. Et ça, c'est vrai pour toutes les technologies, c'est vrai pour tout. Si l'homme est le seul animal, s'il n'avait pas de passé, il n'aurait pas d'avenir. C'est ça le fond de l'affaire. C'est que chez l'homme, le passé s'accumule avec le temps. Si tu veux. Ouais. Tout ce que nous avons ici, ça vient du passé. Ça vient du passé. Et donc, l'homme, le nouveau Homo sapiens, il en savait peut-être pas plus que l'Homo erectus.
Mais, Ouais, mais c'est la mutation qui est avec étonnante. sa mutation, Ah oui. petit à petit, il a été capable d'en faire plus. En plus, peut-être que les femmes allaient plus vers l'homme le plus intelligent, parce qu'il était plus chasseur, parce que finalement, l'homme plus intelligent ramenait plus de nourriture à la maison. Tu vois, bon. Et donc ça, sur des temps qu'on a du mal à imaginer, parce que imagine l'Homo sapiens, c'est 200 000 ans, ce que c'est, quoi, c'est énorme, c'est énorme. Bah, 200 000 ans à l'échelle de... C'est pas grand-chose quand même, non? Ouais, À l'échelle de l'évolution, bah regarde, un crocodile, il est là depuis 30 millions oui, d'années, mais 30 millions tu d'années. reviens sur le crocodile, c'est-à-dire tu reviens sur des animaux qui sont adaptés définitivement à leur milieu. Et qui n'ont pas de prédateurs. Bah attends, ils sont dans tous les milieux, parce que les crocodiles, t'en trouves Non, dans des milieux chauds, dans les rivières, dans les mers, dans les déserts. Il y a des crocodiles même dans les déserts, j'ai vu ça, ils se mettent sous le sable mouillé, je t'assure. Non, c'est pas des crocodiles. Ah, c'est des crocodiles. Non, Je t'assure, des crocodiles. Bon, enfin. Bon, mais c'est bizarre quand même que ces animaux, ils s'adaptent justement à plein de milieux différents. Oui, mais le crocodile va pas apprendre à ses enfants crocodiles comment aller choper une antilope, enfin. Ouais, mais comment se fait... Ouais, mais... Voilà, il se trouve adapté à son milieu. C'est quoi, c'est un donc il instinct? perdure. Parce que celui qui est, par exemple, regarde, un crocodile d'Australie, il est adapté à un milieu. Les crocodiles marins, ils vivent dans un milieu marin, clairement, c'est de l'eau de mer, c'est pas de l'eau douce, etc. Donc t'as des crocodiles, je sais pas, par exemple, voilà, le caïman qu'on trouve en Amazonie, bah lui il est adapté à un autre milieu, carrément, qui n'a rien à voir. Mais si tu les échanges l'un et l'autre, ils ne vivront pas. Le crocodile marin ne pourra pas vivre en Amazonie et le caïman ne pourra pas vivre donc les animaux en Australie. sont adaptés à leur biotope. Tu les enlèves de leur biotope. Alors il y en a qui sont plus ou moins adaptés à leur biotope, mais tu les enlèves de leur biotope, ils meurent, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'homme aussi? L'homme a domestiqué des animaux en leur adaptant un biotope. Donc, si tu vois une vache d'aujourd'hui et une vache il y a 50 000 ans, c'est pas la même, quoi. C'est vrai. Tu vois, hein, voilà. Donc, elle a été sélectionnée. On a sélectionné pour les vaches pour faire du lait, et donc on leur a fait un biotope particulier avec un pré. On leur a mis de l'herbe grasse, on leur a foutu la Normandie, et puis voilà. Donc ça, ça c'est l'élevage. On parlera de l'élevage tout à l'heure parce que c'est important dans l'évolution de l'humanité. Mais voilà, l'homme n'est pas adapté à un biotope. C'est le seul animal qui n'est pas adapté à un biotope particulier. Mais son intelligence, sa capacité de pouvoir, c'est pas son intelligence. On arrête. C'est sa capacité de transmission des méthodes. Hein, parce que la pieuvre est presque aussi intelligente que l'homme. Mais c'est sa capacité de transmission des méthodes de génération et d'amélioration de cette méthode de génération en génération. Là, c'est bien, je me suis bien expliqué. Oui, bien sûr. Non, ils comprennent, mais seulement, c'est vrai que, voilà, par exemple, il y a une question de Radius qui dit comment a fait la nature pour nous permettre une évolution intellectuelle perpétuelle et évolutive, au contraire du singe, alors que mettre un singe dans n'importe quel biotope, il restera un singe dont l'intelligence n'évoluera pas pour autant. Non, le singe, il lui faut des arbres. On sait que le chimpanzé, il vit dans des milieux... Parce que nous, on a cette capacité, comme tu dis. Voilà. Et ça aussi, mais comment expliquer d'où elle vient alors cette capacité par rapport justement au singe qui... je vais le redire pour la méthode, d'accord. Pour la 100e fois, l'homme est capable de transmettre des méthodes aux générations futures et donc d'accumuler. Il n'est peut-être pas plus intelligent, enfin il est quand même intelligent de par sa capacité cervicale, mais c'est pas ce qui le caractérise. Ce qui le caractérise, c'est de vivre sur plusieurs générations. Et on peut dire que même l'Australopithèque de départ, il avait quand même aussi des méthodes, puisqu'il vivait en société. Non, l'Australopithèque au départ, tous les os. En société, non, il était intelligent, mais il n'avait pas de méthode. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas, il n'était pas capable de montrer à sa descendance comment mieux faire. Pour arriver à un animal qui montre à sa descendance comment mieux faire, il faut arriver à l'Homo habilis. L'Homo habilis, on voit dans les vestiges qu'il a des
des objets sophistiqués, tandis que l'Australopithèque n'a pas. Il prend un bâton, il utilise un bâton pour taper sur les potes, mais c'est tout. Il prend un galet et il casse les noix avec, comme font les singes. Hein, voilà. On sait que on a fait des expériences avec des pieuvres, avec des singes pour démontrer leur intelligence. On a réussi à faire jouer. Moi, j'ai vu un singe qui joue à Pac-Man. Tu vois? Il joue très bien à Pac-Man. Bah, j'ai vu, il y a l'histoire du singe qui parle aussi, qui arrive à comprendre les mots, le gorille, qui change des mots. C'est une histoire tout à fait réelle. Non, pour ceux qui pourraient croire que c'est un mythe, pas du tout. Hein. C'est une non, mais il parle parce qu'on lui a donné un appareil où il appuie sur des touches et puis ça crée des phonèmes et il arrive à parler comme ça. On nous dit, voilà, par exemple, Hermite, il me dit, oui, les fourmis qui élèvent les pucerons aussi. Mais c'est une réalité. Oui, mais la fourmi, elle n'évolue pas, elle élève. Bien sûr, elle élève des. Mais est-ce qu'il y a une forme parce qu'il y a un langage chez la fourmi, on sait aujourd'hui. Oui, mais elle n'évolue pas. Heureusement d'ailleurs, tu verrais, l'invasion des fourmis, ça pourrait faire un film d'horreur. Elle évolue pas. Voilà, elle n'est pas capable de faire Méta TV. Heureusement. Nous, on arrive à Méta TV. Elles sont peut-être moins blagueuses, les fourmis. De faire des blagues débiles. On va vous laisser avec une armée de fourmis. Peut-être qu'on se. À défaut d'une armée de trolls. Ouais, vas-y, alors avançons. Répondre aux questions, parce qu'il faut que les gens arrivent. C'est des trolls un peu des fois. On me dit qu'à Pac-Man, ok, mais à Tetris, ça ne savait pas jouer. Donc là, on va passer, on a l'Homo sapiens, on va passer au néolithique, à l'Europe ancienne, et donc à cette société matriarcale. On voit le néolithique, c'est la pierre polie. Voilà, donc on voit. Alors ça, c'est la vue 41, c'est des pierres. Alors là, carrément, là on est en évolution, parce que là, c'est plus les bouts de galets qu'on a vu tout à l'heure. C'était déjà pas facile, mais là, on fait des beaux objets. C'est des beaux objets. Ça, c'est des lances, des haches, c'est ça. Des haches. Il y a encore à Bornéo des gens qui, il n'y a pas si longtemps, en étaient encore à la pierre polie, qui utilisaient. Et puis cette ethnie dont on a parlé tout à l'heure, l'homme de machin, c'est tout à fait, ça existe en plus. Et donc, on voit que le néolithique se transmet aussi avec une autre méthode. On va parler de cette méthode qui est de l'agriculture. Très intéressant. On voit sur la figure. Alors, où apparaît l'agriculture au départ? Parce que moi, j'ai toujours fertile. C'est bien. Donc, c'est bien au Moyen-Orient, c'est tout sur ce qu'on m'a dit. Alors, l'agriculture du blé. Parce qu'il y a 3 types d'agriculture et 3 civilisations. Moi, j'ai fait un exposé eurocentré. Je ne peux pas, sinon, là, il me faudrait des jours. Donc, il y a la culture du riz, qui s'est fait en Asie et du sorgho en Afrique. Et d'accord, ok. Donc, on va parler de celle du blé, qui commence, alors, on dit dans le croissant fertile, donc, et puis la région on va dire que moi, on m'a toujours appris, de façon non officielle, que c'était les Sumériens. C'est par là que ça avait commencé l'agriculture. Non, les Sumériens viennent après l'agriculture. Ils viennent après. Ah bon? Alors, bien après. Avant, il y a de l'agriculture, avant les Sumériens. Oui, il faut largement, puisque l'agriculture, c'est moins 10 000 ans. On voit... c'est pas loin des Sumériens, quand même. Non. Ils sont moins 8 000. Les Sumériens, c'est 3 000. Moins 8 000. Moins 8 000, les Sumériens. Il y a une évolution. On va parler de ces évolutions. Alors là, avec l'agriculture, se développent des civilisations. D'accord. Donc c'est à partir de l'agriculture. À partir de l'agriculture, parce que l'homme est sédentaire. Et puis il se multiplie en nombre, du coup, parce que... Et puis, du coup, qui mange aussi, on divise le travail différemment, parce qu'on n'a plus besoin de... Tout le monde ne va pas chasser et cueillir, il y en a qui s'occupent de ça, d'autres qui font autre chose, etc. Voilà, et c'est pour ça que c'est une société matriarcale, parce que, si tu veux, dans la société du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs, les hommes chassaient, les femmes cueillaient. Et donc, on peut aisément supposer que c'est une femme qui a découvert l'agriculture. Donc il y a toujours un individu qui découvre quelque chose, c'est pas 2, c'est 1. Alors peut-être qu'il y en a un à tel endroit, puis un autre à peu près dans une époque. Simultanément, tu peux faire ça, c'est ça. Peut-être pas simultanément, mais sur... parce que on a découvert le riz à peu près à la même époque. Donc, ça venait, c'était une évolution comme ça. Et que, donc, on a pu dater, là on voit
l'évolution de l'agriculture par une technologie bien particulière et très précise, qui est celle de la thermoluminescence des poteries. Donc, à partir de l'agriculture, on fait des poteries pour contenir les grains. Et on sait que la thermoluminescence résiduelle d'un fragment de poterie est proportionnelle à l'époque à laquelle elle a été cuite. Hein, voilà, on va mettre le fragment de poterie dans un endroit très, très noir et on va mesurer sa luminescence, sa thermoluminescence. Et donc on sait qu'elle est ancienne ou pas ancienne. Donc là on voit sur la vue 2 des dates, des points avec des dates de poterie qui ont été trouvées et qu'on a datées par thermoluminescence. Et on a pu aussi, on verra plus loin, voir que le peuplement de l'Europe s'est fait selon un axe sud-est-nord-ouest. Hein, c'est le peuplement, il s'est fait selon cet axe sud-est-nord-ouest, et que moi-même j'ai démontré génétiquement que le peuplement s'était fait comparativement à la thermoluminescence des poteries. Quand j'étais dans le laboratoire de génétique du professeur Dosset. Donc on a une double comparaison, à la fois génétique et à la fois archéologique, du peuplement et du développement à la fois de l'agriculture, mais du peuplement intensif. Hein. Au Paléolithique, hormis l'espace franco-cantabrique, le peuplement est peu intensif. Et là, on a un peuplement intensif avec des gens qui ne sont plus des nomades, mais qui donc sont sur place et peuvent à ce moment-là développer des civilisations par simple cohésion avec leurs voisins. Hein. Voilà. Donc ils arrivent en gros du croissant fertile du Proche-Orient. Voilà, moins après, 10 par 000, la Turquie, moins 10 000 et puis après, on va dire, Turquie, l'Europe de l'Est, la Grèce, voilà, l'Est surtout de l'Europe. surtout par le Danube. Ils remontent le Danube. C'est la grande migration, et un peu par l'Italie. Hein, voilà. Tandis que la migration paléolithique, elle vient par l'Afrique. Hein. Paléolithique, c'est par l'Afrique. Bon, et donc là, ils viennent donc essentiellement, effectivement, par le Danube pour envahir l'Europe. Et l'Europe qui n'est pas très peuplée, alors il y a quoi? Il y a quand même des... Ben non, il y avait... personne, il y a quoi? Il y a du paléolithique. Il y a quelques paléolithiques encore. Il y a quelques paléolithiques un peu partout en Europe, qu'on en a trouvé un peu partout, mais pas beaucoup. D'accord. Et donc, on peut penser que les gens arrivent, se mélangent avec les autres, puis disent, tiens, je vais t'apprendre un truc, au lieu d'aller cueillir, va planter. Donc, tu vois, hein, donc ils se mélangent avec les gens. Ils se mélangent, on voit bien génétiquement que les gens se sont mélangés. On les voit parce qu'il y a ce qu'on appelle des haplotypes, c'est ce que j'ai découvert, c'est des associations de gènes qui sont liés ensemble et qu'on peut mesurer le niveau de liaison et voir que en fait ces associations de gènes viennent de clones précédents, si tu veux. Hein. On voit qu'il y a eu des clones et qu'ils se sont mélangés avec d'autres. Hein. Les hommes ont une très grande habitude à la fois de se mélanger et à la fois de s'adapter au mimétisme. Je voulais faire avec toi une expérience qui montre la capacité de l'individu à imiter l'autre. Hein, c'est une capacité humaine, instinctivement. Tu vois, je vais faire un rythme, comme ça. Fais le même. Tu vois, instinctivement, tu fais le même. Heureusement, sinon, personne ne pourrait jouer un orchestre. Mais tu vois, instinctivement, je fais une fréquence, et toi, tu fais la même fréquence. Donc, si tu veux, parmi la capacité humaine qui fait que l'homme n'est qu'un animal social, isolé, il est mort. Ouais. N'importe quel humain isolé, il serait mort. Hein. Voilà, même
même si toi, dans ta forêt, on t'avait habillé, tu vois, au bout d'un moment, il faudrait que tu trouves une bonne femme, voilà. Bon, donc l'homme ne peut vivre qu'avec les autres, en partageant le travail, en partageant l'effort. Et ça, c'est aussi, c'est son être, c'est ontologique. Hein, le fait de partager, de parler, d'échanger et d'avoir, alors je vais faire plaisir à Okato, d'avoir une religion, c'est-à-dire quelque chose qui relie, religion ça vient de relier, c'est-à-dire, c'est quoi une religion? C'est d'avoir une pratique commune de reconnaissance. Et ça arrive tôt dans l'histoire en plus. Ça arrive. Parce qu'on sait que ça arrive assez tôt, oui. Là, par exemple, là, on est déjà à l'époque de l'agriculture et des civilisations. Ah bah là, ça fait longtemps qu'il y a des déesses. Des religions, voilà. Voilà, bien sûr. Il y a même la déesse de la fertilité, de machin, on fait les moissons. Voilà, exactement. Alors là, on trouve effectivement, hein, on voit la future 43, donc il y a une grande civilisation qui s'appelle celle de Karanovo, ça se trouve en Bulgarie. Hein, une grande civilisation du néolithique de l'Europe ancienne, où on a trouvé pas mal d'objets, dont évidemment ces fameuses déesses, hein, un peu encore au caractère féminin très affirmé. Et donc on voit ici dans la figure 44, hein, là vous voyez la figure 44, vous voyez ces taches qui sont finalement des civilisations particulières. Donc dans chaque tâche, on a trouvé quelque chose de spécifique. Hein, ce qui montre que les gens ont cloné, ils se sont établis là. C'est-à-dire que là, on trouve des traces qui sont particulières, des formes de poterie, des formes d'habitat, qu'on voit avec les pieux, on voit les endroits où on a mis les pieux pour faire les maisons. Voilà. Et puis tous les artefacts, hein, finalement, puisque l'homme est lié à ces artefacts. C'est toujours pareil, les artefacts, la méthode, l'outil. Hein, on n'en sort pas de ça. Et que ces sociétés, venant de l'agriculture, alors on trouve des sépultures qui sont des sépultures mixtes, hommes et femmes. Hein, on trouve très peu d'armes, ou pas d'armes. Par contre, on trouve des outils de la vie courante, mais ce sont certainement des sociétés extrêmement pacifiques qui ne se combattent pas. Hein, et que le régime alimentaire a régressé, puisqu'ils ne chassent pas, on n'a pas trouvé de traces ni de chasse, ni d'élevage. Donc ils ont un régime alimentaire très restreint. D'ailleurs, les squelettes montraient qu'ils régressent en taille. Hein. Ah bon ? Oui, ils deviennent plus petits. Et bon, ils ont des maladies. C'est pas l'homme d'avant, il était plus costaud à chasser et à manger de la viande. Hein. Donc là, c'est-à-dire que celui qui mange des légumes, tu peux dire qu'il est moins costaud. Écoute, moi j'ai vu l'artigot, je me t'assurer qu'il il était balèze. Il mange que des légumes, il mange du blé. Tu sais, peut-être qu'il avait son régime alimentaire qui était peut-être un peu aussi restreint. Hein. Va savoir. Toujours est-il que dans ces civilisations-là, qu'on trouve des sépultures, on trouve des hommes qui étaient plus petits que l'homme de Cro-Magnon, l'homme d'avant. Ça, c'est un fait. J'y suis pas. Alors, on trouve aussi on peut trouver des aires ici sur 45 de production de poterie, puisque finalement on caractérise ces gens-là surtout par les poteries. Hein, des types de poteries dans lesquels ils vont mettre leur nourriture et conserver leur nourriture. Hein. Et donc il y a différents types de poteries compris là entre moins 7000 et moins 5000 en Europe qui vont définir des types de civilisation, mais qu'on va pouvoir restreindre encore plus particulièrement avec la 44. Hein. Donc là encore, l'homme est lié
à sa production Alors, juste, et à ses artefacts. Voilà, oui, alors juste pour petite précision, tu peux répéter qu'on peut dater les poteries. On peut les dater avec parce très, qu'on, très voilà, grande on précision. dit que, oui, voilà, on me dit les poteries, on se méfie parce qu'on ne peut pas les dater. Si, on a expliqué qu'on pouvait les dater justement. Voilà, en thermoluminescence. En thermoluminescence, voilà. Voilà. Et donc, tiens, excusez-moi. Il y en a qui regardent le PSG au passage, là, je grille sur le chat. Donc, tiens, tu peux me la mettre là, parce que. Hop, attends. Le clip, il clip voilà. Plus beaucoup. Ça devrait plus bouger. Alors, il y a des lieux où les hommes se sont mieux adaptés que d'autres. Que d'autres lieux, si tu veux, qui ont trouvé des milieux plus favorables et qui ont développé ce qu'on appelle des civilisations. Tu vas parler des Sumériens. Ouais. Donc, les Sumériens ont pu se développer particulièrement, trouver un mode d'écriture et pouvoir construire déjà des habitats. Ouais. Les Égyptiens, moins 3000, ils arrivent particulièrement, et d'autres où les conditions sont moins favorables. Donc en Europe, là où les conditions sont les plus favorables, sont dans les Balkans. C'est important parce que la Grèce, c'est juste en dessous des Balkans, et c'est là où va se développer notre civilisation, à nous, notre langage, parce que finalement, on vient de là. Et c'est important de voir ces civilisations bien particulières du néolithique, comme Sarajevo ou Karanovo. Est-ce que juste tu peux expliquer, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris, on va recommencer les gars, c'est quoi la thermoluminescence? Parce que tu as expliqué vite fait, mais apparemment ils n'ont pas compris. La thermoluminescence, c'est une poterie émet de la lumière. Elle émet de la lumière faiblement, ce qu'on appelle de la luminescence, qui provient de la cuisson de l'argile. Si tu veux, voilà, on a cuit de l'argile, et quand on va mettre cette poterie dans un endroit extrêmement sombre, on va mesurer la lumière, et donc on va mesurer une luminescence qui provient du niveau thermique. C'est pour ça qu'on appelle thermoluminescence, parce que qui provient de la cuisson. C'est un phénomène comme ça. Voilà, on a trouvé cette luminescence provenant de la cuisson. Et on sait que cette luminescence décroît avec le temps. Ouais. D'ailleurs, toute luminescence, tu as la luminescence, par exemple, tu as le phosphore qui est luminescent, mais ça décroît tout le temps. Parce que quand tu produis des photons, voilà, tu as une molécule qui produit des photons, elle est morte quand on l'a produit. Et donc, avec le temps, eh bien, elle va produire de moins en moins. Donc, en mesurant la luminescence des fragments de poterie, eh bien, on peut en tirer l'âge de la poterie. C'est comme ça qu'on a fait ça. C'est une technique qui a une quarantaine d'années, à peu près. D'accord, ok. Qui est assez récente. Et c'est comme ça qu'on a pu faire ces cartes sur le peuplement, et qu'on a pu recouper avec la génétique, travail que j'ai fait moi-même il y a une trentaine d'années, et que on a pu donc se rendre compte du peuplement de l'Europe au travers des Balkans et en provenant du croissant fertile, l'Anatolie, les Balkans, le Danube, qui est une grande voie de pénétration. Et donc, on voit que dans les Balkans se développent ces sociétés qui clonent, qui se développent bien d'une façon particulière, qui produisent beaucoup d'artefacts, qui produisent beaucoup de squelettes, beaucoup plus dans les Balkans que dans le nord de l'Europe. Donc on voit bien que pour qu'il y ait une civilisation, il faut que les gens soient rassemblés et qu'ils puissent communiquer. Ouais. S'il n'y a pas de communication, on ne peut pas se développer.
Voilà, si tu as 3 mecs ici, 2 mecs ici, ils échangent pas des expériences. S'ils sont rassemblés, ils échangent des expériences. On va voir que c'est important, parce qu'avec la société de communication qu'on est en train de faire, on est en train de démultiplier d'une façon considérable la communication et les expériences. Et donc, peut-être qu'il va y avoir une mutation, et un type qui va naître avec un ordinateur, il sera plus fort que les autres. Bon, voilà. Donc ici, pourquoi les Balkans, je vais vous dire la raison, c'est que dans ces Balkans, au sud des Balkans, il y a la Grèce, et que de la Grèce va naître une civilisation qui va être le prototype de notre propre civilisation, puisque je suis là pour expliquer notre civilisation. Voilà. Et alors pourquoi cette civilisation va naître? Alors on va voir plus tard. L'autre civilisation, alors là, je vois des poteries particulières qui se développent. Là, on voit sur 5 ans des objets, on voit une tortue qui est faite en terre. Et donc, on voit ici, sur la vue 51, Caranovo, qu'à un moment donné, ces civilisations érigent des oppidums, érigent des murailles, c'est-à-dire se protègent. Donc on voit qu'il y a un moment où tout va bien, ils sont bien contents, ils adorent leur déesse, ils cultivent leur champ, et ils s'aiment bien les uns les autres parce qu'on ne voit pas de hiérarchie particulière dans les sépultures. La hiérarchie qu'on verra plus tard, des chefs avec leurs armes, etc. Mais là on ne voit pas ça. Et on suppose, parce qu'on est toujours dans la supposition, on en tire comme conséquence que ce sont des sociétés pacifiques, on ne voit pas donc d'armement particulière, on ne voit pas de squelettes, comme on verra plus tard des squelettes avec des traces de flèches, si tu veux, avec des crânes défoncés. On verra plus tard les traces de la guerre dans les squelettes. Maintenant, on ne voit pas. Mais par contre, ils érigent des murailles. Donc s'ils érigent des murailles, c'est qu'il y a une menace. Et la menace, on va la voir. Alors là, on voit encore les déesses, les différents modèles féminins, donc toujours, c'est la vue 52. Jamais de modèle masculin encore, ces gens-là, jamais. On voit très bien que c'est des femmes avec les seins, avec des hanches monumentales. Ils ne produisent jamais. Et puis, une des plus belles donc qu'on a vue dans Caranovo, c'est la vue 54. Cette vue 54 qui est magnifique. Ça, c'est quoi? C'est une gravure? Non, c'est une sculpture, c'est une poterie. Je veux dire une poterie. C'est en terre. Et donc, on voit cette femme, d'ailleurs, elle est nue parce qu'on voit son pubis, qui est dessiné. Et donc, on la voit avec ses hanches très très larges, et on peut penser que c'est une déesse de la fécondité. Oui. Voilà. Et on voit dans la figure 55 toutes ces différentes civilisations balkaniques qui produisent toutes des femmes avec des grosses fesses, des grosses hanches, et avec des caractères de féminin, de parturiante, de femmes aptes à engendrer des enfants. Des enfants, mais ça peut être quoi la menace dont tu parlais, comme quoi ils se protégeaient? Je vais en parler. Ah bon, d'accord. Mais je vais en parler. Parce que je ne savais pas si on allait en parler ou pas, et quand même, j'imagine ça les méchants. Voilà. Et là, on sait qu'ils commencent à faire des signes, parce que là, on a trouvé des signes qui sont des signes de représentation des étoiles. Alors comme, si tu veux, c'est des gens qui sont des agriculteurs, ils doivent observer la nature, le ciel, les étoiles. Donc on commence déjà à voir des signes particuliers et des représentations de leur environnement par artefact. On voit bien que la civilisation, elle naît. Voilà. Donc vous voulez savoir d'où viennent les méchants? Oui. Voilà. Alors je vais apprendre, les méchants, c'est des mecs. Voilà. Donc là, c'est la société donc patriarcale qui va arriver. Donc on va prendre le chapitre suivant qui s'intitule Kourgan et affrontement avec l'Europe ancienne. Donc cette civilisation européenne du néolithique, on l'appelle Europe ancienne.
hein, on l'appelle comme ça, la civilisation de l'Europe ancienne, qu'on a pu voir il y a très peu de temps en faisant des relevés topographiques aériens, et on a pu voir par des changements de niveau de terrain, des espèces d'opidums, ce qui pouvait être des moyens de défense. Alors là, on va parler de ces fameux kurgans. Bon, donc là, c'est moi-même qui ai modifié un petit peu cette vue. Alors c'est la vue 71. Hein. Voilà, la vue 71, elle va représenter l'affrontement. Et tu sais où se trouve la ligne d'affrontement? Ben non. Sur le Dniepr. Non. Ouais. Sur le Dniepr. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est en Ukraine. Voilà, le Dniepr. Voilà, c'est là où ça va chauffer. Alors, entre la mer Noire et la mer Caspienne se développe une autre civilisation basée sur un autre paradigme, complètement différent. Ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des chasseurs. Et eux, ils sont de l'autre côté du Dniepr, ils sont plutôt côté Russie, Asie centrale. Ils sont dans la steppe. D'accord. Ils ont une steppe ouverte, hein, ils sont dans la steppe. Et eux, ils développent une société pastorale d'élevage. Ceux qui sont hachurés comme ça, à la gauche, ils ne font pas d'élevage, et ceux qui sont hachurés comme ça, ils font de l'élevage. D'accord. Hein, eux, ils ne savent pas comment élever des animaux, des moutons, parce que leur biotope ne permet pas de faire ça. Donc, dans cette civilisation dite des kurgans, on va parler des kurgans, parce que là, on a trouvé, contrairement à la civilisation d'Europe ancienne, on a trouvé des tumulus, avec non pas différents individus, mais un individu, qui est avec ses armes, des armes très agressives, tu vois, avec des animaux, des chevaux, des cerfs, et le premier, représentation de la roue. Et est-ce que c'est à la même époque la civilisation, ce qu'on appelle des mégalithes? Oui, à peu près les mégalithes. Alors, les mégalithes, ils sont plus sur l'Europe de l'Ouest, je sais, l'Irlande. Les mégalithes viennent du néolithique. D'accord. Viennent de l'agriculture. Hein, voilà. Donc, ils arrivent à moins 3000, mais on en voit sur toute la diffusion du néolithique, on les voit, ces mégalithes. Oui. Les mégalithes sont caractéristiques du néolithique, justement. Parce qu'on trouve beaucoup en Europe, mais on a retrouvé, j'ai vu récemment en Russie, on a retrouvé partout. Voilà. Mais donc là, on va trouver cette civilisation dite des kurgans, et c'est là qui se trouve le foyer des Indo-Européens. Ouais. Hein, alors, on dit pourquoi Indo-Européens? Donc nous parlons l'Indo-Européen tous les deux. Hein, donc une langue qui est issue ici de cet endroit. Hein, et qui s'est diffusée. On va voir d'où les Indo-Européens se sont répandus partout, jusqu'en Inde. Alors on le sait par la structure linguistique et par la structure religieuse de ces gens-là, qui est proche de celle des Grecs et proche de celle des Celtes ou des Germains. Hein, donc il y a toute une mythologie qui est similaire. Et donc on sait qu'au travers de... là, on va pouvoir aller peut-être... si on avance, on va prendre la vue 80. Là, on va voir l'expansion de cette civilisation des kurgans dites indo-européennes au travers de l'Eurasie, et qui a donné différentes langues, donc le sanskrit, l'iranien, le perse, donc les Hittites en Turquie, les Grecs, les Latins, les Celtes et les Germains. Hein, voilà, en gros. Donc on va revenir à notre vue 71, et on va voir que ces gens qui pratiquent l'élevage sont des gens qui sont agressifs parce que ils possèdent des armes offensives, eux ils chassent. Et on a pu le voir parce qu'on a trouvé des plaques d'os avec des trous
donc on a vu qui s'adaptait bien au bras pour l'archer, si tu veux, parce que quand tu tires à l'arc, tu as toujours un choc sur l'avant-bras, et tous les archers ont des protections d'avant-bras. Donc ce sont des archers, ils ont des armes offensives, et donc ils vont finalement avoir une supériorité militaire sur ces pauvres gens qui pratiquent l'agriculture. D'ailleurs, ils sont plus grands, ils sont plus costauds. Hein, et ils ont inventé la roue, les autres n'ont pas la roue. Ah bon, c'est les pasteurs qui ont la roue. Ce sont les pasteurs qui ont inventé la roue parce qu'ils se déplacent. Oui, ils se déplacent, c'est vrai. Ils se déplacent, ils ne font que ça. Ce sont des pasteurs, ils changent comme font les Mongols, hein, tu vois, de cette civilisation de la steppe. Voilà, ils ont des yurts, alors ils vont d'un endroit à l'autre poursuivre leurs troupeaux. Et donc, comme c'est une civilisation qui provient de la chasse, c'est une civilisation d'hommes. Ouais. Hein, agriculture, femme, chasse, homme. Voilà. Et eux, ils pratiquent pratiquement pas ou très peu l'agriculture. Tu vois, hein, c'est vraiment, ils sont dans la chasse, mais ils ont un régime alimentaire. et l'élevage. De viande, beaucoup. L'élevage. D'accord. Donc on a vu que... alors parce que, qu'est-ce qu'on a vu dans ces Kourganes? D'abord, on a vu le premier chariot à moins 4500 ans avant Jésus-Christ, alors que avant, il y a 50 ans, on pensait que c'était les Sumériens à moins 3000. Non, c'est les Kourganes qui ont amené la roue et les chariots. Donc les sépultures sont des sépultures essentiellement masculines, avec des armes, et que on a vu des traces de chevaux avec des traces de mort. Hein, donc on pense qu'ils ont domestiqué le cheval. Donc tu vois qu'ils sont à cheval, ils ont des arcs, ils ont des flèches, ils ont des chariots. Tu vois que les autres, ils ont fait des murailles. Ils ont fait des murailles quand même. Ils ont fait des murailles. Ça a peut-être duré 1000 ans ou deux quand même, leur histoire, hein, Ouais. avant de se faire... Donc on voit cette civilisation indo-européenne qui finalement va s'imposer partout et va imposer sa culture patriarcale, hein, extrêmement patriarcale, parce qu'on verra dans la Grèce antique que le patriarcat était développé à un point quasiment exacerbé par rapport. Les femmes n'avaient absolument plus aucun droit, et donc va créer dans cette civilisation qu'on a vue dans les Balkans tout à l'heure, va créer des civilisations mixtes. Donc petit à petit, ces civilisations de l'agriculture vont s'indo-européaniser petit à petit. Hein, voilà. Et ils vont créer des civilisations mixtes. Alors on verra très bien que là où j'ai fait un petit rond, hein, là en Bulgarie, Ouais. alors on voit que vers moins 2600 ans, ben, on revoit des gens, on revoit des animaux chassés. Alors avant qu'on ne voyait pas, tu vois, hein, autour. Ouais, donc ils ont repris la chasse. Donc ils se portent déjà beaucoup mieux. Hein. Ils ont repris la chasse. Donc, donc on voit sur ces trois flèches, la flèche du bas qui va vers les Balkans, Ouais. et qui va être après dans le bleu va donner la civilisation mycénienne. Hein. Alors, là, tu parles d'un point. Alors, je peux reprendre, hein, c'est la vue 71. Ouais. Là où il y a le rond, donc c'est le point de rencontre entre la civilisation des nomades et la civilisation des sédentaires. Ils vont créer une nouvelle Et civilisation. qui vont créer une civilisation mixte. Mixte. Et cette civilisation-là, tu dis qu'après, elle va commencer à migrer elle aussi vers le sud. Vers le sud et créer la civilisation mycénienne. D'accord. Donc de Mycène en Grèce aujourd'hui, c'est voilà. ça. Hein, Mycène vers moins 2000, moins 1800. Hein. Donc ça, c'est une première partie. Et donc, ils vont chasser les matriciens. Ouais. On va parler dans la civilisation matriarcale. Et donc, cette civilisation matricienne va recloner sous forme de la civilisation minoïenne. Les Minoens, justement. Les Minoens D'accord. qui vont s'établir surtout en Crète. En Crète.
Voilà. Et on voit qu'en Il y en a Crète, plein qui disent que c'est là-bas qu'on trouverait l'ancienne Atlantide de Platon, etc. Enfin, il y a des- l'Atlantide, oui, ça devait être Santorin, parce qu'on sait qu'il y a eu Ouais. un grand désastre, Santorin, Voilà. il y a eu une explosion, Une explosion, énorme ouais. avec un tsunami Voilà. et qui a détruit évidemment cette civilisation, qui a permis aux Mycéniens d'ailleurs d'aller la conquérir, parce qu'elle a été complètement détruite par ces tremblements de terre D'accord. et ce tsunami. Mais enfin, cette civilisation a quand même duré un bon millier d'années, s'est répandue en Méditerranée, faisait du commerce, hein, et donc elle était matricienne parce que on voit qu'elle n'a que des représentations féminines et des déesses féminines, et on le sait aussi par la proto-histoire. Donc au milieu, on a la flèche qui va donner l'âge du fer vers moins 1000, c'est-à-dire les civilisations celtes et D'accord. germaniques, Ouais. hein, à partir de Hallstatt, et puis... hein, et on voit vers le nord la civilisation qui va donner la civilisation des Champ-d'Urne et des poteries cordées, ce qui est une autre civilisation indo-européenne, différente de celle des Kourganes, mais elle est aussi Ça va donner civilisation indo-européenne. viking, c'est ça? Certainement, on va Ouais, donner ça va les vers la Vikings. Scandinavie. Là. Et donc là on est au chalcolithique, hein, là, c'est-à-dire on commence à être à l'âge du cuivre. Hein, on commence à avoir. Alors, on appelle maintenant les néolithiques parce que, en fait, le cuivre se trouve à l'état natif. C'est comme une pierre, donc il n'y a pas de transformation particulière. Donc, on commence à avoir des objets en cuivre. Alors, là, sur la vue 74, on voit quelques idées des poignards ou des armes que les gens possédaient avaient, ces gens-là. ouais. Donc, on voit bien que c'était pas pour faire du bien à son prochain.